Chapitre 24. Survivre au lendemain qui déchante. Les lendemains d'une séduction réussie sont périlleux. Après avoir atteint son paroxysme, la passion repart souvent en sens opposé, tel un pendule, vers la lassitude, la méfiance et la désillusion. Ne prolongez pas inutilement les adieux. Votre victime se cramponnera désespérément à vous et ce sera douloureux pour tout le monde. Si la séparation doit avoir lieu, faites-la brusque et rapide. Tranchez dans le vif et, si besoin est, détruisez vous-même le mythe que vous avez créé. Si vous souhaitez prolonger la relation, gare à une baisse d'énergie, à une familiarité rampante qui gâchera la fête. Une deuxième séduction sera nécessaire. Que l'autre ne vous tienne jamais pour acquis. Jouez de l'absence, blessez, suscitez le conflit pour garder votre proie accrochée à l'hameçon. Désenchantement. La séduction est une sorte d'envoûtement, d'enchantement au sens ancien du terme. Le séducteur n'est pas dans son état habituel. Il a davantage de présence, joue plus d'un personnage à la fois, dissimule ses tics et ses peurs pour des besoins stratégiques. Il a pris soin de s'auréoler de mystère, créer un suspense de toutes pièces pour que sa victime vive son rôle comme dans un film. Sous l'effet de ce sortilège, celui ou celle que vous avez séduit s'est senti transporté loin des contraintes du travail et des responsabilités de sa vie ordinaire. Vous avez fait durer cet état autant que vous l'avez voulu, ou pu, accru la tension, suscité toutes sortes de turbulences émotionnelles, jusqu'au moment où il a bien fallu conclure. Après quoi, il est inévitable que votre victime déchante. Le relâchement de la tension est inévitablement suivi par une baisse de l'excitation et de l'énergie qui peut se concrétiser par une sorte de dégoût. C'est normal. On peut comparer cela à l'action d'un médicament qui s'atténue sous l'effet de l'accoutumance. L'autre vous voit tel que vous êtes, y compris les défauts, car vous en avez, c'est inévitable. Quant à vous, vous avez probablement idéalisé plus ou moins votre cible, et une fois votre désir satisfait, son attrait vous semble bien falot. La déception est donc réciproque. Même dans les meilleures circonstances possibles, vous êtes à présent confronté à la réalité et non au rêve, et votre brasier va donc doucement s'éteindre, à moins que vous ne vous lanciez dans une deuxième séduction. Bah, puisque la victime est promise au sacrifice, vous dites-vous peut-être, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Seulement il se peut que vos tentatives de rupture raniment la flamme de votre partenaire, qui se cramponnera à vous avec ténacité. Bref, quoi qu'il en soit, le désenchantement est une réalité inévitable et il faudra la gérer. Il existe aussi un art de l'après-séduction. Voici les stratégies à suivre pour survivre au lendemain qui déchante. Lutter contre l'inertie. Un débrayage amoureux suffit souvent à créer le désenchantement. Votre victime se rappelle la cour assidue que vous lui faisiez naguère et vous jugera manipulateur. Tant que vous vouliez obtenir quelque chose, vous vous mettiez en quatre. Mais vous la considérez comme acquise à présent. Une fois la première séduction terminée, montrez-lui que ce n'est pas fini. Vous allez continuer à mériter son amour. Votre attention ne faiblit en rien. Vous lui lancez de nouveaux appâts. Souvent, c'est assez pour prolonger le charme. Lutter contre la tendance à laisser la relation s'enliser dans le confort et la routine. Tournez la sauce, quitte à faire souffrir l'autre et à faire provisoirement retraite. Ne vous fiez jamais à votre charme physique. Même la beauté perd de son attrait une fois qu'on la connaît par cœur. Seule une stratégie et la volonté de la mettre en œuvre peuvent avoir raison de l'inertie. Gardez votre mystère. La familiarité est fatale à la séduction. Si votre victime sait tout de vous, la relation y gagnera un confort qui ne laissera aucune place à l'imagination, ni à l'inquiétude. Or, sans inquiétude et même un soupçon de crainte,
la tension érotique s'évapore. Important, la réalité n'est pas séduisante. Conservez quelques coins d'ombre dans votre caractère. Faites fi des attentes de l'autre. Utilisez l'absence pour éluder sa possessivité. Si vous vous laissez prendre pour acquis, vous n'aurez que vous-même à blâmer pour ce qui s'ensuivra. Ce n'est qu'un jeu. La séduction n'est pas une affaire de vie et de mort. Pourtant, les lendemains portent à tout prendre trop au sérieux, à devenir susceptible pour un rien, à se plaindre de ce qui déplaît. Luttez à tout prix contre cette fâcheuse tendance, car vous arriverez au contraire du résultat souhaité. Ce n'est pas en pleurnichant que vous obtiendrez gain de cause, au contraire. Cela va braquer l'autre et exacerber les problèmes. On prend plus de mouches avec une goutte de miel qu'avec une pinte de fiel. Pour rendre votre partenaire docile et maniable, utilisez l'humour, multipliez les petits plaisirs, cultivez l'indulgence. N'essayez surtout pas de le changer. Incitez-le plutôt à vous suivre. Évitez l'usure. Il arrive qu'on déchante sans avoir le courage de rompre. On se contente de se replier sur soi. Or, comme l'absence, ce repli psychologique peut ranimer chez le partenaire un désir inattendu. Et c'est le début d'une course-poursuite extrêmement frustrante. Lentement, tout s'effiloche. Dès lors que vous avez perdu la foi et que vous savez l'aventure terminée, finissez-en vite sans vous excuser. L'autre le prendrait pour une insulte. Une rupture expéditive est souvent la solution la moins douloureuse. Mieux vaut faire croire à votre partenaire que la fidélité n'est pas votre fort, que lui faire sentir qu'il ou elle n'est plus désirable. Si votre désenchantement est sans appel, ne perdez pas de temps en fausse pitié. Il est plus charitable d'abréger ses souffrances. Si les circonstances rendent la rupture impraticable, décevez délibérément votre victime. Quelques exemples de sacrifices et de prolongation. 1. C'était les années 1770. Le sémillant chevalier de Belleroche avait depuis peu une liaison avec une femme plus âgée que lui, la marquise de Merteuil. Ils se voyaient souvent, mais elle commença bientôt à lui chercher querelle. Ravi par la versatilité de ses humeurs, il s'appliqua à lui complaire et la combla de 1000 tendres attentions. Elle se calma, le temps passa, et Belleroche acquit la certitude que la belle l'aimait. Un jour où le chevalier lui rendait visite, il trouva l'oiseau envolé. Son valet de pied l'accueillait à la porte. Madame l'attendait dans un lieu secret, hors de Paris, où il allait le conduire. La marquise y était bel et bien et plus coquette que jamais. Elle se comporta comme si c'était leur premier rendez-vous galant. Le chevalier ne l'avait jamais vue si ardente. Il repartit au point du jour, plus amoureux encore. Hélas, quelques jours plus tard, nouvelle dispute à laquelle succéda une période de froideur. Il surprit même la marquise en flagrant délit de marivaudage avec un autre. Affreusement jaloux, il redoubla de prévenance et d'amour, estimant que c'était la seule façon de reconquérir cette rebelle. La marquise eut alors à passer quelques semaines dans une propriété à la campagne pour affaires. Elle invita Belleroche à l'y rejoindre pour quelque temps. Il accepta avec enthousiasme, car leur dernier séjour en province avait insufflé une vie nouvelle à la relation. De nouveau, elle le surprit. Son attachement et son désir de lui plaire étaient comme ravivés, avec cette différence que cette fois, il n'était pas obligé de partir dès le lendemain. Les jours passèrent, dans l'intimité. Elle refusait de recevoir. La rumeur du monde était bien loin. Plus de froideur ni de dispute, seulement de l'amour et du bonheur. Mais c'était Belleroche qui commençait à se lasser. Il songeait à Paris, au bal qu'il manquait. Une semaine plus tard, il n'y tint plus et trouva un prétexte pour repartir dans la capitale. Au fond, la marquise avait perdu son charme. Interprétation.
La marquise de Merteuil, personnage du roman Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, est une séductrice expérimentée qui ne supporte pas qu'une aventure traîne en longueur. Belleroche est jeune et beau, sans plus. Quand elle commence à se lasser de lui, elle organise un rendez-vous surprise dans un lieu secret pour redonner du piment à leur relation. C'est un succès provisoire, mais cela ne suffit pas. Elle décide alors de se débarrasser de cet amant qui désormais l'ennuie. Elle essaie la froideur, la colère, et même la tromperie. En vain. Belleroche ne s'en attache que davantage. Elle ne peut guère le quitter. Il se vengerait peut-être ou s'acharnerait à la reconquérir. Elle décide alors de l'étouffer sous ses amabilités. Elle cesse de souffler le chaud et le froid, se conduit comme une amoureuse écervelée. Quand Belleroche se retrouve en tête-à-tête avec elle des journées entières, sans rien pour stimuler son imagination, l'enchantement s'évapore et le chevalier finit par quitter la place, au grand soulagement de la marquise. Si la rupture risque de faire un drame et que vous n'en avez pas le courage, brisez le charme qui lie l'autre à vous. Prendre vos distances ou vous quereller ferait seulement ressurgir l'insécurité de l'autre, qui s'accrocherait comme Bernique à son rocher. Essayez plutôt de le suffoquer d'amour et de prévenance. Soyez collant et possessif. Soupirez langoureusement. Mettez-vous au beau fixe. Plus de mystère, plus de coquetterie et surtout pas de porte de sortie. Rien que l'amour à perte de vue. Rares sont ceux qui résistent à cette effrayante perspective. Quelques semaines et l'autre aura décampé. 2. Charles II d'Angleterre était un libertin qui s'entourait d'un véritable harem. Une aristocrate pour favorite et d'innombrables beautés de moindre rang. Il adorait la variété. Une soirée de 1668 que le roi avait passée au théâtre, il s'enticha brusquement d'une jeune actrice du nom de Nell Gwyn. C'était une jolie ingénue de 18 ans, aux joues rebondies de fillette, mais les tirades qu'elle déclamait sur scène n'avaient rien d'innocent. Le souverain, émoustillé, la fit mander après la représentation et l'invita à une nuit de beuverie et de bonne chère, après quoi il la poussa vers sa royale couche. Nell Gwyn était fille de poissonnier et avait fait ses débuts au théâtre en y vendant des oranges. Elle était devenue actrice en couchant avec des dramaturges et autres gens du spectacle. Elle n'en avait nulle honte. Un jour où l'un de ses valets de pied se battait contre un insolent qui l'avait accusé de travailler pour une putain, elle était intervenue en disant « Je suis une putain, trouvez une autre raison pour vous battre. » Son humour et son culot amusaient beaucoup le roi, mais c'était une roturière, et de surcroît une actrice. Il ne pouvait guère en faire sa favorite. Après quelques nuits avec elle, il retourna à son principal passe-temps, Louise Keroual, une Française de haute naissance. Celle-ci était une séductrice rouée. Elle jouait à se faire désirer et n'avait pas caché au roi qu'elle ne lui offrirait sa virginité que contre une promesse de titre. C'était le genre de cour que le roi goûtait et il la fit duchesse de Portsmouth. Mais la rapacité et le mauvais caractère de la Bretonne ne tardèrent pas à l'importuner. Pour se détendre, il retourna à Nell Gwyn. Chaque fois qu'il venait la voir, elle le comblait de bonne chère et de bon vin, et surtout de son imperturbable bonne humeur. Le roi s'ennuyait, il était mélancolique, elle l'emmenait boire ou jouer pour de l'argent, ou encore à la campagne où elle lui apprit à pêcher. Elle avait toujours une agréable surprise à lui faire. Ce qu'il aimait le plus, c'était son esprit pétillant et la façon dont elle tournait en ridicule l'enflure prétentieuse de Madame de Keroual. La duchesse avait pour habitude de prendre le deuil à chaque décès d'un aristocrate étranger, comme s'il avait été un parent proche. Nell Gwyn se prit à l'imiter et se présenta au palais toute de noir vêtue, annonçant d'un air lugubre qu'elle pleurait « le cham de Tartarie » ou « le boug de Ronouco », qu'elle affirmait être de sa parenté.
Elle n'hésitait pas à affubler la duchesse de surnoms grotesques en sa présence à cause de ses minauderies et de ses airs lugubres. Le roi en vint à passer plus de temps avec Nell Gwyn qu'avec la duchesse, et lorsque celle-ci tomba définitivement en disgrâce, cette fille de poissonnier devint de fait la favorite royale. Elle devait le rester jusqu'à la mort du roi, en 1685. Interprétation. Nell Gwyn était une ambitieuse. Elle voulait devenir puissante et célèbre. Or, au XVIIe siècle, la seule façon pour une femme d'y parvenir était à travers un homme. Et qui était mieux placé pour cela que le roi? Mais s'engager dans une liaison avec Charles II était risqué. Il se lassait vite et aimait la variété. Sitôt satisfait, il la rejetterait et en prendrait une autre. Nell Gwyn choisit pour stratégie de laisser sans se plaindre le souverain avoir toutes les filles qu'il voulait. Au contraire, à chacune de ses visites, elle prenait soin de le distraire et de l'amuser. Elle comblait ses sens comme si son pouvoir ne comptait pour rien dans l'amour qu'elle lui portait. Une pléthore de maîtresses de femmes exaspère un roi qui a fort à faire. Elle demande sans cesse des faveurs. Si une femme peut à elle seule offrir la même variété, elle détient un atout majeur. Et Nell, en tant qu'actrice, savait jouer des rôles différents. Elle ne demandait jamais d'argent, pourtant le souverain la combla de richesses. Elle n'exigea jamais de devenir sa favorite. Elle ne pouvait y prétendre, c'était une roturière. Mais il lui donna néanmoins une position de premier plan. Si vos cibles ne sont pas des têtes couronnées, beaucoup leur ressemblent, surtout celles qui ont une propension à l'ennui. Une fois leur passion éteinte, non seulement elles auront du mal à continuer à vous idéaliser, mais elles seront tentées d'aller chercher ailleurs une nouveauté à leurs yeux plus excitante et poétique. Comme celles-là ont besoin des autres pour les distraire, elles ont besoin de variété. Ne faites pas le jeu de ces rois fainéants en vous plaignant, en vous apitoyant sur votre sort ou en réclamant des privilèges. Ils n'en déchanteront que plus tôt. Tâchez plutôt de leur faire croire que vous n'êtes pas celui ou celle qu'ils croyaient. Amusez-vous à porter des masques différents, à les surprendre sans cesse, à être pour eux une source intarissable de distraction. Il est presque impossible de résister à une personne qui offre des plaisirs sans rien exiger en échange. Quand vous êtes en leur compagnie, soyez enjoueux et désintéressés. Jouez sur les aspects de votre caractère qui lui plaisent, sans jamais vous laisser connaître à fond. C'est vous qui aurez la haute main sur la relation, et vous ferez d'un dédaigneux personnage votre esclave abject. 3. Quand le jazzman Duke Ellington arrivait quelque part avec son orchestre, c'était toujours un événement, surtout pour les dames. Elles venaient pour la musique, bien sûr, mais elles étaient vite hypnotisées par le Duke. Sur scène, celui-ci était élégant et détendu. Il adorait ce qu'il faisait manifestement. Il était très beau, avec des yeux bouffis qui lui donnaient l'air de sortir du lit. Après le spectacle, il y avait toujours une femme pour l'inviter à sa table, une autre pour se glisser dans son dressing, une troisième pour l'accoster à la sortie. Le Duke se voulait à la portée de son public, et quand il baisait la main d'une dame, il veillait à ce que leurs yeux se croisent un instant. Parfois, elle ne cachait pas qu'il l'intéressait. Quant à lui, son regard appuyé montrait qu'il était prêt à tout. Parfois, c'étaient les yeux du musicien qui parlaient les premiers. Peu de femmes y résistaient, même les plus heureuses en ménage. L'élu se présentait à la chambre d'hôtel de Duke Ellington, un de ses standards lui courant encore dans la tête. Le musicien était toujours impeccablement habillé, il aimait les smokings de bonne coupe, et sa chambre pleine de fleurs, avec un piano dans un angle. Il se mettait au clavier avec son élégance et sa nonchalance habituelle, et lui offrait un véritable récital privé, prolongement agréable du concert auquel elle venait d'assister. Et quand c'était fini et qu'Ellington devait quitter la ville, il laissait à son amante un cadeau bien choisi, lui donnant l'impression que la seule chose qui l'empêchait de rester, c'était ses engagements professionnels.
Quelques semaines plus tard, elle entendait à la radio une nouvelle chanson de Duke Ellington dont les paroles montraient qu'elle l'avait inspirée. S'il repassait dans la région, elle s'arrangeait pour se manifester, et Ellington reprenait volontiers les choses là où il les avait laissées, ne fût-ce que pour une nuit. Dans les années 1940, 2 jeunes femmes vinrent à Chicago depuis l'Alabama pour le bal des débutantes. Duke Ellington et son orchestre animaient la soirée. Il était leur musicien préféré, et après le bal, elles allèrent dans sa loge lui demander un autographe. Il se montra si charmant que l'une des jeunes filles lui demanda dans quel hôtel il était descendu. Il le leur dit avec un large sourire. Les 2 filles changèrent aussitôt d'hôtel, et le soir même, invitèrent le musicien à venir prendre un verre dans leur chambre. Il accepta. Elle portait de jolis déshabillés qu'elle venait d'acheter, mais Duke Ellington se comporta de la façon la plus naturelle, comme si tout le monde l'avait toujours accueilli de cette façon. Il se retrouva avec 2 filles dans les bras. Soudain, l'une d'elles eut une idée. Sa mère adorait Duke Ellington. Pouvait-elle l'appeler au téléphone et lui passer l'artiste? Nullement déconcerté par cette requête, le Duke s'y prêta de bonne grâce. Il bavarda plusieurs minutes avec la maman, lui fit compliment de la charmante fille qu'elle avait si bien élevée et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il prenait bien soin d'elle. La fille reprit le combiné et rassura sa mère. « Tout va bien. Nous sommes en compagnie de Mr. Ellington et c'est un vrai gentleman. » Dès qu'elle eut raccroché, leurs polissonneries reprirent, mais les 2 demoiselles gardèrent de cette nuit le souvenir inoubliable d'un moment de plaisir innocent. Parfois, plusieurs de ses maîtresses d'un jour venaient le saluer après le même concert. Ellington les gratifiait chacune d'un quadruple baiser, sa façon personnelle de se tirer de ce genre de dilemme. Et chacune d'entre elles gardait l'impression que c'était elle qui l'avait embrassé avec le plus de sentiment. Interprétation. Duke Ellington avait 2 passions, la musique et les femmes, et les 2 étaient liés. Ses innombrables conquêtes lui étaient une source d'inspiration permanente, et il traitait chacune de ces brèves liaisons avec le soin qu'il eût apporté à une mise en scène, comme une œuvre d'art. Lorsque venait le moment des adieux, il conférait toujours à cet instant une dimension théâtrale. Un mot gentil, un cadeau de choix donnait à son amante l'impression que pour lui ce n'était pas fini. Les allusions à leur nuit d'amour dans les paroles de ses chansons conservaient un prestige esthétique longtemps après son départ. Rien d'étonnant à ce que ses admiratrices en redemandent. Plus qu'une aventure sexuelle, une sordide passade d'une nuit, c'était un moment privilégié dans la vie d'une femme. L'insouciance de Duke Ellington éliminait toute culpabilisation. La pensée d'une mère ou d'un mari n'avait pas le droit de ternir le beau rêve. Duke Ellington ne niait pas son goût pour le beau sexe et n'en avait pas honte. C'était dans sa nature. Et s'il était infidèle, il n'en rejetait jamais la faute sur son amante. Quant à elle, comment lui en aurait-elle tenu rigueur s'il ne pouvait réfréner ses désirs? Duke Ellington était un libertin esthète, un profil dont l'obsession pour le beau sexe ne peut s'assouvir que dans le donjuanisme. Un coureur effréné finit toujours par avoir des ennuis. Le libertin esthète, lui, suscite rarement des sentiments violents. Ses séductions n'aboutissent ni au sacrifice, ni à la prolongation de la liaison. Il s'éloigne, en laissant ses conquêtes en suspens, entre espoir et attente. Le charme n'est pas rompu aussitôt, car le libertin esthète rend la séparation élégante, presque agréable. L'empreinte de Duke Ellington sur ses amantes d'une nuit ne s'effaçait jamais. La leçon de cet exemple est simple. Quand c'est fini, restez au même diapason, festif, esthétique et agréable. Si vous n'affichez aucun remords, votre victime aura du mal à éprouver colère ou ressentiment. La séduction est un jeu qu'on joue à fond dans l'ici et maintenant. La séparation doit se faire de bonne humeur et avec style.
Elle n'est imputable qu'à des impératifs de travail, de voyage, de lourdes responsabilités. Faites de vos quelques nuits un souvenir inoubliable et continuez votre chemin. Votre victime se rappellera les délices vécus avec vous, et non la rupture. Vous ne vous serez pas fait d'ennemis, mais un harem dans lequel aller puiser au gré de vos désirs. 4. En 1899, à l'âge de 20 ans, la jeune baronne Frida von Richthofen épousa un professeur à l'université de Nottingham, Ernest Weekly. Weekly était gentil avec elle, mais elle en eut vite assez de sa vie tranquille de femme d'universitaire et de cette sexualité trop paisible. Chaque fois qu'elle rentrait en Allemagne, elle avait des aventures, mais ce n'était pas non plus cela qu'elle souhaitait. Elle redevint donc fidèle et se consacra à l'éducation de ses 3 enfants. En 1912, un ancien étudiant de son mari, nommé David Herbert Lawrence, se présenta à la porte des Weekly. Lawrence essayait de devenir écrivain et souhaitait demander conseil à son ex-professeur. Celui-ci n'était pas encore rentré. Frida accueillit donc le jeune homme. Elle n'avait jamais rencontré une aussi forte personnalité. Il lui parla de son enfance misérable, de son incapacité à comprendre les femmes. Puis il l'écouta attentivement lui confier son infortune. Il alla jusqu'à la gronder pour le mauvais thé qu'elle lui avait fait. Elle, une baronne. Elle trouva cela excitant. Lawrence multiplia ses visites. Ce n'était plus pour parler à son professeur, mais pour voir Frida. Un jour, il lui avoua qu'il était fou amoureux d'elle. Elle reconnut que ses sentiments étaient partagés et lui proposa de trouver un lieu de rendez-vous. « Quittez votre mari dès demain et vivons ensemble », répartit le jeune homme. « Et mes enfants ?» demanda Frida. « S'ils comptent plus que notre amour, restez avec eux. Mais si vous ne vous enfuyez pas avec moi dans les jours qui viennent, vous ne me reverrez jamais. » Ce dilemme déchira Frida. Elle se moquait bien de son mari, mais ses enfants étaient toute sa vie. Pourtant, elle finit par accepter la proposition de Lawrence. Comment résister à un homme capable de demander autant, de prendre pareil risque? Si elle refusait, elle le regretterait à jamais. Un homme tel que lui, on n'en rencontre pas 2 dans sa vie. Le couple quitta l'Angleterre pour l'Allemagne. Frida se plaignait parfois que ses enfants lui manquaient, mais son amant n'avait pour elle aucune indulgence. « Tu peux retourner avec eux quand tu veux, » disait-il. « Mais si tu veux rester avec moi, ne lance pas un regard en arrière. » Il l'emmena faire un éreintant voyage dans les Alpes. La baronne n'avait jamais connu une existence aussi dure, mais Lawrence était intransigeant. Quand on s'aime, qu'importe le confort. En 1914, Frida et D.H. Lawrence se marièrent. Cependant, au fil des années, les mêmes scènes se répétaient. Il la grondait pour sa paresse, la nostalgie qu'elle avait de ses enfants et son incapacité totale à tenir le ménage. Il l'emmena faire le tour du monde avec très peu d'argent et ne la laissa jamais s'installer nulle part alors que c'était son vœu le plus cher. Ils se querellaient sans trêve. Un jour, au Nouveau-Mexique, il s'emporta devant des amis. « Ôte cette clope de ta bouche !» hurla-t-il. « Et ne sors pas ton gros bide comme ça !»« Ne me parle pas de cette façon !» hurla-t-elle sur le même ton. « Ou j'en dis autant sur toi !» Elle avait appris à lui rendre la monnaie de sa pièce. Ils sortirent pour s'expliquer. Leurs amis craignaient qu'ils n'en viennent aux mains. Ils revinrent un moment plus tard, bras dessous, en poussant des éclats de rire et des soupirs amoureux. Après des années de vie conjugale, ils étaient encore capables de se comporter comme des jeunes mariés. Interprétation. Quand Lawrence rencontra Frida, il comprit immédiatement que la jeune femme se sentait piégée dans une relation de couple inepte et une vie trop facile. Son mari, comme tant d'autres, était la gentillesse même, mais ne lui accordait guère d'attention. Elle avait besoin d'aventures grandioses, cependant elle était trop passive pour se lancer seule. Et l'aventure, le drame, Lawrence les lui apporta.
Loin d'être prisonnière, elle avait la liberté de le quitter à son gré. Au lieu de l'ignorer, il la critiquait sans relâche. Au moins, il faisait attention à elle. Au lieu du confort et de l'ennui, il lui procura les voyages et la passion. Leur rituelle dispute lui assurait un quotidien dramatique et de somptueuses réconciliations. Il lui faisait un peu peur, ce qui la déstabilisait, car elle n'était jamais sûre de ses intentions. Loin de se figer, leur relation se renouvelait ainsi constamment. Si vous souhaitez jouer les prolongations et avoir une vie de couple durable, ne cessez pas un instant de séduire, faute de quoi l'ennui s'installera. Le plus efficace, quoique douloureux, est souvent de déclencher des crises intermittentes. Rouvrir de vieilles blessures, rendre l'autre jaloux, lui battre froid un moment. Rien à voir toutefois avec un harcèlement acrimonieux. Ce comportement-ci, stratégique, ne sert qu'à secouer la routine. Mais cela peut aussi être agréable. Tout reprendre à zéro, recommencer une cour attentionnée, créer des tentations nouvelles. Vous pouvez d'ailleurs associer les deux tactiques, car l'excès, du bon comme du mauvais, n'a aucune vertu séductrice. Attention, il ne s'agit pas de réitérer l'entrée en matière, puisque votre cible a déjà capitulé, mais seulement d'appliquer de légères décharges électriques, de petits coups de semonce destinés à rappeler deux choses. Primo, que vous n'avez jamais arrêté vos efforts. Secondo, que l'autre ne doit pas vous prendre pour acquis. Ces petites décharges réactiveront les vieux poisons, tisonneront les braises et vous ramèneront temporairement à la case départ, à l'époque où la relation était d'une délicieuse et excitante fraîcheur. Ne l'oubliez jamais. Le confort et la sécurité tuent la séduction. Les jeunes gens ont raison là-dessus. Un voyage ensemble par monts et par vaux soude davantage que de coûteux cadeaux. Lorsque vous reviendrez à cette évidence, une étincelle juvénile se rallumera entre vous. 5. En 1652, la célèbre courtisane Ninon de l'Enclos rencontra le marquis de Villarceau et en tomba amoureuse. La jeune femme était libertine. À ses yeux, la philosophie et le plaisir comptaient plus que l'amour. Mais le marquis lui faisait goûter des sensations nouvelles. Il était si audacieux, si impétueux, que pour la première fois de sa vie, elle se sentait un peu submergée. Il était également possessif, un trait qu'elle détestait en général. Cependant, chez lui, c'était si spontané que cela en devenait presque charmant. Il n'y pouvait rien. Elle souscrivit donc à ses conditions, qu'elle n'ait nul autre homme dans sa vie. De son côté, elle lui déclara qu'elle n'accepterait de lui ni argent ni cadeau. Il n'y aurait entre eux que l'amour et rien d'autre. Elle loua à Paris une maison en face de la demeure du marquis et ils se virent tous les jours. Un après-midi, Villarceau fit irruption chez elle et l'accusa d'avoir un autre amant. Elle lui jura que ses soupçons étaient infondés et ses accusations absurdes. Il ne se contenta pas de ses serments et repartit en claquant la porte. Le lendemain, Ninon apprit qu'il était tombé sérieusement malade. Elle s'inquiéta terriblement. En dernier recours, elle décida, en signe d'amour et de soumission, de couper sa superbe chevelure, connue de tout Paris, et de la lui envoyer. Ce geste spectaculaire eut raison de l'incrédulité du marquis, qui se remit sur pied. Leur passion se ralluma. Les amis et anciens amants de Ninon se plaignaient de la voir se muer en maîtresse fidèle, mais elle n'en avait cure. Elle était heureuse. Ninon proposa au marquis de partir ensemble. Celui-ci, qui était marié, ne pouvait pas l'installer dans son château, mais un ami mit à leur disposition une garçonnière à la campagne. Les semaines passèrent, puis les mois. Leur séjour était une interminable lune de miel. Cependant, Ninon commençait à trouver que le marquis se comportait de plus en plus en mari. Bien qu'aussi passionné qu'avant, il semblait à présent sûr de l'exclusivité de ses droits et privilèges. Sa possessivité, charmante au début, devenait étouffante. En outre, il ne la faisait plus rêver. S'il ne s'agissait que de réjouir ses sens,
elle pouvait se trouver d'autres amants aussi beaux, la jalousie en moins. Quand elle fut parvenue à cette conclusion, Ninon ne perdit pas de temps. Elle annonça au marquis qu'elle rentrait à Paris et que tout était fini entre eux. Il la supplia, plaida sa cause, versa force larmes. Comment pouvait-elle manquer à ce point de cœur? Ninon de l'Enclos, quoiqu'ému, resta inébranlable. À quoi bon argumenter? Cela ne ferait qu'envenimer les choses. Elle retourna donc à Paris et reprit sa vie de courtisane. Son départ brutal secoua le marquis, mais sans doute pas trop gravement, car quelques mois plus tard, il était tombé amoureux d'une autre. Interprétation. Les femmes peuvent passer des mois à analyser les plus subtils changements d'attitude de leur amant. Elles se plaignent, se fâchent, se font même des reproches. Face à ces jérémiades, l'homme consent parfois à quelques efforts, mais le naturel revient au galop et un cercle vicieux s'installe. Pourquoi en venir là? Quand vous commencez à déchanter, il est déjà trop tard. Ninon de l'Enclos aurait pu chercher les causes de sa désaffection, lassitude physique, manque de stimulation mentale, relations désormais figées. Mais à quoi bon? Le charme était rompu. Elle préféra partir, sans explication ni ménagement. Ceux qui font mine de ménager l'autre, raccommodent, s'excusent, ne sont que des timides. Dans ces circonstances, une affectation de gentillesse tient plutôt de la cruauté. Le marquis eut ainsi toute l'attitude de blâmer le cœur volage de sa maîtresse, et, sa vanité et son amour-propre intacts, n'eut aucun mal à tourner la page. Une longue agonie de votre vie de couple inflige à l'autre des souffrances inutiles et vous laissera des séquelles. Appréhension, remords. Ne culpabilisez pas, même si vous êtes l'initiateur de la rupture après avoir été celui de la séduction. Ce n'est pas votre faute. Rien n'est éternel. Après tout, vous avez donné du plaisir à l'autre, vous l'avez sorti de son ornière. À terme, il vous saura gré d'une rupture propre et sans bavure. Plus vous vous répandrez en excuses, plus vous blesserez son amour-propre et laisserez des séquelles qui mettront des années à guérir. De grâce, sacrifiez, mais ne torturez pas. 6. Après 15 ans de règne de Napoléon, les Français n'en pouvaient plus de tant de guerres, de tant de drames. Quand l'empereur fut battu en 1814 et déporté sur l'île d'Elbe, la France n'aspirait qu'à la tranquillité. Les Bourbons, déposés par la Révolution de 1789, remontèrent sur le trône en la personne de Louis XVIII. Celui-ci était obèse, ennuyeux et pompeux, mais au moins voulait-il la paix. En février 1815, on apprit que Napoléon avait réussi une spectaculaire évasion de l'île d'Elbe avec une petite flotte de 7 navires et 1 millier d'hommes. Il aurait pu partir pour l'Amérique et tout recommencer, mais eut la folie de débarquer à Cannes. Qu'espérait-il? Vaincre avec 1000 hommes toutes les armées françaises? Il marcha sur Grenoble avec ses fidèles en guenilles. On ne pouvait malgré tout que saluer son courage, sa soif insatiable de gloire et son amour pour la France. Les paysans français furent galvanisés à la seule vue de leur ancien empereur. C'était lui, après tout, qui leur avait redistribué les terres que le nouveau roi tentait à présent de récupérer. Ils se pâmaient devant les fameuses aigles impériales, rappel des symboles de la Révolution. Ils quittèrent leurs champs et vinrent grossir les rangs de cette marche héroïque. Devant Grenoble, les premières troupes du roi les attendaient. Napoléon mit pied à terre et s'avança calmement vers elles. Quand il fut près de la ligne, il s'arrêta, les regarda d'un air ferme, et ouvrant sa redingote leur dit ces mots. « C'est moi, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, son heure est venue. » Il y eut un moment de silence, puis, au cri de « Vive l'empereur !», les soldats du roi coururent embrasser les soldats de la garde. D'un coup, les partisans de Napoléon avaient doublé.
La marche continua. D'autres soldats, au souvenir de la gloire dont ils les avaient couverts, changèrent de camp. Lyon tomba sans combat. Des généraux furent dépêchés à la rencontre de l'empereur avec des armées plus importantes, mais la vue de Napoléon à la tête de ses troupes suffit à les retourner. Louis XVIII abdiqua et s'enfuit à l'étranger. Le 20 mars, Napoléon rentrait dans Paris et, sans avoir tiré un seul coup de feu, retrouvait le palais qu'il n'avait quitté que 13 mois plus tôt. Les paysans et les soldats avaient suivi Napoléon avec enthousiasme. Les Parisiens en eurent beaucoup moins, surtout ceux qui avaient servi dans son gouvernement. Ils craignaient de nouveaux orages. Napoléon régna 100 jours, jusqu'à ce que les coalisés et ses ennemis de l'intérieur aient raison de lui. Et cette fois, il fut envoyé dans l'île lointaine de Sainte-Hélène, où il devait mourir. Interprétation. Napoléon voyait la France et son armée comme une cible à courtiser et à séduire. Dans les moments de sublime pouvoir, il ne commande pas comme un homme, mais séduit comme une femme, écrivait de lui le général de Ségur. L'évasion de l'île d'Elbe était un coup d'audace destiné à passionner un pays qui s'ennuyait. Napoléon entama son retour parmi les Français qui lui étaient le plus favorables. La paysannerie qui le vénérait, reprit les couleurs révolutionnaires et les aigles symboles de l'Empire qui allaient ranimer des sentiments patriotiques, marcha lui-même à la tête de ses troupes et mit au défi ses anciens soldats de lui tirer dessus. Cette marche sur Paris qui le remit au pouvoir ne fut d'un bout à l'autre que mise en scène, chaque pas étant calculé pour avoir un maximum d'effet. Face à ce grand élan, un roi falot ne faisait pas le poids. La deuxième séduction de la France par Napoléon ne fut pas une séduction classique, conforme aux tactiques habituelles, mais un renouvellement de la séduction. Elle s'appuyait sur d'anciennes émotions pour ranimer un vieil amour. La séduction d'une personne, ou d'un pays, est presque toujours suivie d'un creux, d'une légère baisse de tension qui peut aller jusqu'à la rupture. Mais il est étonnamment facile de séduire une deuxième fois la même cible. Les vieux sentiments ne sont pas complètement éteints, ils restent sous-jacents, et en un éclair, on peut reprendre sa victime par surprise. C'est un plaisir rare que de pouvoir revivre le passé, surtout sa jeunesse, et d'en ressentir à nouveau les émotions. À l'instar de Napoléon, donnez du panache à votre seconde séduction. Ressuscitez les images fortes, les symboles, les expressions auxquelles vos souvenirs communs sont attachés. Tels les Français, votre cible aura tendance à oublier les affres de la séparation pour ne se remémorer que les bons moments. Faites preuve d'audace et de rapidité. Ne lui laissez pas le temps de réfléchir ni de tergiverser. Comme Napoléon, jouez sur le contraste avec son amant actuel, ou sa maîtresse, en le faisant passer pour timide et pâteau comparé à vous. Tout le monde n'est pas ouvert à une deuxième séduction, et tous les moments ne s'y prêtent pas. Les Parisiens étaient trop fins pour se laisser prendre au jeu de Napoléon après son évasion de l'île d'Elbe. Contrairement aux paysans du Midi, ils le connaissaient bien, et le perçaient aisément à jour. Et puis ce retour était trop précoce. Napoléon les avait trop épuisés. Pour réussir une deuxième fois, il vous faudra une cible qui ne vous connaît pas trop bien, qui garde d'assez bons souvenirs de vous, qui est de nature relativement confiante et qui ne nage pas dans le bonheur. Peut-être aussi préférerez-vous laisser passer un peu de temps, qui se chargera de restaurer votre lustre et d'estomper vos fautes. Quoi qu'il en soit, ne considérez jamais une rupture comme définitive. Avec un peu d'organisation et de sens du spectacle, une victime peut être reconquise en 2 temps 3 mouvements. Symbole, les braises. Les braises couvent sous la cendre jusqu'au lendemain matin. Laissées à elles-mêmes, elles finiront par agoniser. Alors n'abandonnez pas votre foyer au hasard et aux éléments. Si vous voulez l'éteindre, inondez-le, étouffez-le. Ne lui donnez aucun aliment. Mais si vous voulez le ranimer,
soufflez dessus, tisonnez-le, et la flamme jaillira de nouveau. Une vigilance de tous les instants sera nécessaire pour en entretenir l'ardeur. A contrario, pour garder une personne dans un état d'enchantement, il faut ne jamais cesser de la séduire. Mais vous pouvez laisser une certaine familiarité s'installer. L'autre a besoin de sentir qu'il ou elle commence à vous connaître. Trop entretenir de mystère fait naître des soupçons. Et puis c'est épuisant de toujours garder le masque. Le mieux, sans pour autant demeurer un parfait inconnu, est de secouer de temps en temps le confort de votre victime, de la surprendre comme vous le faisiez par le passé. Si vous savez y faire, elle aura la délicieuse sensation de n'avoir jamais fini d'en apprendre sur vous, mais seulement un peu à la fois.